Swag. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Rust est en vacances. Bonjour Rust, comment ça va? Ça va, bonjour de la montagne. Ah là 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 là, le montagnard, Rust le montagnard qui va descendre des sommets pour parler de notre cher Conor McGregor. Conor McGregor qui est de retour sur le devant de la scène. Bon, on va pas dire malgré lui, mais c'est vrai qu'il joue un petit peu les trolls parce que Conor McGregor est donc à la retraite, ce qui est certain. Et là, on va commencer avec le podcast donc dédié à Conor McGregor sur sa situation. C'est il a pris sa retraite sans le vouloir finalement. C'est qu'il était extrêmement frustré par l'UFC. Il voulait 3 combats cette année. Il n'y a bien évidemment pas eu ce combat face à Justin Gaethje. L'UFC lui avait proposé le combat contre Tony Ferguson, mais soyons sérieux 5 minutes, et je pense que Ross va être d'accord avec moi. Conor McGregor, c'est comme un mec comme Khabib Nurmagomedov, comme un Georges Saint-Pierre, comme les superstars de l'UFC si vous voulez, ou comme John Jones. Ils ne prennent jamais de combat en short notice. Ou alors c'est selon leurs termes, c'est-à-dire qu'il l'avait fait par exemple, et puis même, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes conditions. C'est pas les mêmes conditions. Pour Chad Mendes, ouais. Exactement. Mais déjà, ce sont pas les mêmes conditions parce que là, c'était pour le titre, c'était pour un titre contre Chad Mendes, alors tandis que là, c'était un combat qui n'avait pas forcément d'incidence sur la ceinture elle-même. C'était le titre intérimaire, c'était contre Ferguson, parce qu'apparemment, ils ont proposé à Ferguson McGregor pour le titre intérimaire. D'accord, c'était pour le titre intérimaire. Ouais. Bon, mais les conditions sont quand même différentes. Enfin, disons, et puis même au niveau de la carrière des uns et des autres, disons, enfin, pour McGregor, ça n'aurait pas forcément d'intérêt que déjà ça lui laisse aucune possibilité de promotionner le combat, ça lui laisse aucune. C'était en quoi? C'était en 2 semaines? Combien de notices? Ouais, c'était ça. C'était en gros, c'était une situation qui allait être similaire à celle de Gaethje, où finalement ensuite il aurait pu avoir plus de temps parce que ça a été annulé à cause du coronavirus. Mais à la base, c'était ça. Je crois que c'était 2 semaines. D'accord. Ah, mais donc il aurait eu plus de temps ensuite? Dans le sens où, tu vois, pour Gaethje, si vous vous rappelez un peu l'histoire, c'était donc le combat initialement prévu le 18 avril, ouais. Khabib qui est bloqué en Russie, et finalement l'UFC qui dit on maintient ça le 18 avril, et Gaethje qui est prévenu 2 semaines avant. Et ensuite, le combat est annulé à cause du Covid, et donc finalement, tu vois, tu as un camp d'entraînement complet. Ouais, mais sinon, c'était 2 semaines. C'est ça, d'accord. Exactement. Ouais, et donc c'est vrai qu'il a refusé ça. Après... c'est vrai qu'on peut aussi faire l'argument, je suis en train de me dire, tu vois, Masvidal, le mec, il prend le truc en 6 jours, même pas d'ailleurs, oui, 6 jours, il vient, il fait un combat, il fait un machin. Après, voilà, c'est vrai qu'on peut dire, Conor McGregor aurait pu faire la même chose. Si vraiment il voulait combattre n'importe qui, n'importe quand, il lui suffisait de prendre le combat, même si c'est 2 semaines notice. Masvidal l'a fait, tout ça. Après, voilà, c'est vrai que... comme tu dis, il est dans une situation différente de sa carrière. Il est plus dans ce côté, entre guillemets, c'est le patron financièrement. Donc, il est pas dans une phase aussi ascendante, disons, qu'il ne l'était quand il était contre Chad Mendes. Là, il est dans une phase où, même si tu lui demandes, il va le dire, je prends n'importe qui, n'importe quand, mais dans la réalité des faits, maintenant, il peut plus. Enfin, il fait partie. C'est la plus grosse star de tous les temps de ce sport. Il peut plus vraiment se permettre de faire des short notices comme ça. Il avait prévu de faire une saison de 3 combats cette année, mais la saison, à mon avis, il avait pour objectif de prendre que des gros noms et des noms qui lui rapportent des vrais titres. Donc c'était probablement Khabib, il avait peut-être en tête des GSP, j'en sais rien. Il y avait ce combat contre Gaethje qui était dans les tuyaux. Ouais. Mais voilà, c'est sûr qu'il a plus en tête. Disons, entre guillemets, je me mets dans la peau de McGregor, je me dis, il a plus vraiment d'intérêt à faire des trucs qui sont en short notice, un peu comme si c'était pas lui comment dire, l'as de pique dans la situation, quoi. Comme si c'était pas lui qui était le... Putain, je sais pas quoi dire, mec. C'est horrible, là, je sais pas quoi dire du tout. Il a frisé, notre cher Ross a frisé. Mais par rapport à Conor McGregor, surtout, pour moi, à la différence de Masvidal, et ensuite on va avancer sur surtout pourquoi il ne combat pas, pour moi, c'est aussi qu'il excuse-moi, en fait, je suis en train de friser, mais parce que en fait, depuis tout à l'heure, à la base, en commençant ce podcast, j'avais une bonne idée de pourquoi est-ce que Conor McGregor ne prend pas de combat. En fait, au fur et à mesure qu'on parle, en l'espace de quelques minutes, je viens de me retourner le cerveau tout seul, en fait. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il pourrait. Que s'est-il passé? Il pourrait, mais c'est l'UFC qui bloque. Mais on va le voir dans quelques minutes, mon cher Ross. Pour Conor McGregor, c'était surtout qu'aujourd'hui, les short notice, à la différence
de ce qu'il faisait auparavant, par exemple contre Chad Mendes, ou de ce que Masvidal a fait, là aujourd'hui il n'avait pas grand-chose à gagner à prendre ce combat-là en short notice. Quand je pense à ce titre intérimaire, ouais. À part ce titre Qui vaut intérimaire, pas forcément grand-chose. c'est ça, mais quand je dis ça, pas grand-chose à gagner, c'est, tu vois, dans le pire des cas. Parce que tu discutes avec ton manager et tu te dis, par exemple, Masvidal, bon bah ok, on perd parce qu'on n'a que 6 jours de préparation. Là, il était très content quand même, Masvidal, parce qu'il a tout explosé en pay-per-view. Il a un nouveau contrat avec l'UFC, donc pour lui, clairement, toutes les cases sont cochées, sauf celle, bien évidemment, du titre. Mais il est très content financièrement. McGregor contre Chad Mendes, c'était pareil. Si dans le pire des cas, il perdait, c'est à partir de l'UFC 189, donc contre Chad Mendes, qui a commencé à gagner énormément d'argent. Donc il y avait ce côté, même en cas de défaite, tu vois, c'est intéressant financièrement. Alors que là, aujourd'hui, McGregor, il peut se permettre d'attendre. En fait, c'est vrai, mais tu vois, je suis en train de me dire d'un autre côté, si vraiment McGregor est dans une optique où il se dit de toute façon n'importe qui, n'importe quand, et s'il avait pris le combat contre Ferguson en short notice, ça lui assurait, s'il gagnait, sans aucun doute, mais aucun zéro nada cochic, le combat contre Khabib. Complètement. Du coup, je me dis, il y avait quand même ça, en fait, l'énorme raison qui aurait pu le pousser à prendre le combat et qu'il n'a pas fait, donc. Parce que c'était du short notice, je pense. À mon avis, pour moi, tu vois, quand tu te prépares, il se préparait selon toute vraisemblance contre Gaethje. Finalement, tu avais Tony Ferguson. Conor McGregor, c'est la plus grande star de l'histoire du MMA. C'est toujours, vous avez vu quand il y a eu le retour face à Donald Cerrone où il a battu encore des records. Il peut pas se permettre de perdre aussi. Tu vois, c'est pas une situation où. C'est sûr. Là, aujourd'hui, déjà, la défaite face à Khabib, qui est clairement pas honteuse, dans le sens où, quand je dis pas honteuse, c'est qu'il a battu tout le monde, Khabib. Mais aujourd'hui, Conor McGregor, quand vous regardez les commentaires chaque fois qu'il fait un post, tout le monde parle de Khabib Nurmagomedov. Il est dans une situation où il ne peut pas se permettre de perdre. Donc c'est vrai que pour lui, prendre un combat si dangereux, avec seulement 2 semaines de préparation. Ouais, non, je comprends. C'est vrai que ça y est, ça commence effectivement à se reconstruire un peu là dans ma tête. Mais effectivement, mais d'un autre côté, c'est vrai que voilà, c'est assez intéressant parce que ce que ça veut dire aussi, c'est que il y a ce que dit McGregor, disons dans le public, dans la sphère média, etc. Et le fait qu'effectivement, il y a probablement maintenant du calcul. Et est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je pense pas, parce que c'est vrai qu'au final, c'est la plus grosse star de l'histoire du sport. Et même si on peut lui reprocher de ne pas faire une Masvidal, on peut pas non plus, parce que Masvidal, il sortait de victoire, etc. On peut pas non plus, c'est vrai, lui reprocher, je pense, de se dire, bon, là où j'en suis, je sors, même si j'ai gagné contre Cowboy Cerrone, il faut que mon prochain combat soit une victoire éclatante contre un lightweight bien classé pour qu'ensuite je sois indéniable pour le titre. C'est vrai que je me mets à sa place et je me dis, s'il y a bien un moment dans sa carrière où il faut faire du calcul, c'est probablement maintenant, quoi. Donc en fait, c'est vrai que je peux comprendre si c'est ça qu'il s'est dit, McGregor, et ça aurait du sens. Je peux comprendre qu'il se soit dit, c'est beaucoup trop court pour que je puisse performer à mon maximum et donc au moins ne pas avoir de regrets après, quoi. Parce que c'est vrai que mettons qu'ils prennent le combat contre Ferguson et qu'ils se fassent déboîter, là après c'est compliqué pour McGregor de se dire j'ai bien fait. C'est impossible, parce qu'une défaite face à Tony Ferguson, tu n'as aucune excuse. Tu peux pas utiliser le fait que ce soit un mec qui soit habituellement en welterweight. Enfin, tu perds juste contre un gars qui est meilleur que toi et qui est dans ta catégorie de prédilection. Donc clairement, pour lui, c'est terrible. Il y a aussi... Quoi ? Il y a aussi, mon cher Rust, ce qui est important, donc il y a eu ce combat apparemment refusé par McGregor contre Tony Ferguson qui était en short notice, mais surtout, depuis, ce qui semble se confirmer, c'est que l'UFC ne veut pas que Conor McGregor revienne. Les sources pour ça sont de 2 côtés bien différents. Il y a d'abord Ariel Helwani, qui est sans doute, on peut le dire, le journaliste le plus influent du MMA mondial. Et un des mieux informés, ouais. Exactement, un des mieux informés. Et également Dana White. Donc c'est 2 personnes qui ne s'aiment pas du tout. Donc voilà, pour celles qui peuvent dire « Ouais, vous êtes pro McGregor », non, c'est 2 gars qui ne s'aiment pas du tout. D'ailleurs, Ariel Helwani ne fait plus aucune interview de Dana White depuis qu'il y a eu ces problèmes en 2016, lorsque Ariel Helwani avait annoncé que Brock Lesnar allait revenir à l'UFC. Donc d'un côté, il y a Ariel Helwani qui a dit « Le problème, c'est que l'UFC ne va pas proposer de combat Conor McGregor parce qu'ils ne veulent pas se priver de la billetterie qu'apporte Conor McGregor ». De l'autre côté, on a Dana White qui avait dit au début justement de la pandémie, c'est vrai que pour proposer un combat à Conor McGregor, ce serait très compliqué de faire un combat à huis clos pour McGregor parce que ça voudrait dire pour nous que l'on se priverait de la billetterie. Parce qu'on rappelle Conor McGregor en termes de billetterie, c'est 11 millions contre Donald Cowboy Cerrone, 17 millions contre Khabib Nurmagomedov et 17
2,7 millions face à Eddie Alvarez. Donc autant vous dire qu'à chaque fois ce sont des records, c'est absolument monstrueux. Et si on compare, ne serait-ce que l'UFC 245, l'UFC 245, eh bien la billetterie était à 4 millions. Le 245, c'était quand même Usman Covington, Holloway Volkanovski et Nunes de Randami. Et si vous êtes là, vous dites allez UFC 248 où il y avait quand même Israël Adesanya contre Yoel Romero, la billetterie là était à 2 millions. 2 millions 7. C'est complètement du délire. C'est complètement du délire. Mais ça donne une bonne idée. Ça donne une bonne idée, effectivement, des proportions et de ce pourquoi l'UFC refuse, de laisser passer. Parce que c'est vrai que l'UFC se dit aussi, parce que là, honnêtement, l'UFC, ils auraient aussi tout à gagner à faire un pay-per-view avec McGregor dedans, même si c'est sur la Fight Island. Parce que si tu fais un pay-per-view McGregor contre n'importe qui, le coiffeur, ça fait quand même au moins 2 millions de pay-per-view. Donc, de toute façon, ce serait intéressant. Mais c'est vrai que l'UFC, le calcul, il y a des chances que le calcul qui se font, c'est que même s'ils auraient quand même pas mal à gagner à faire ce pay-per-view en ce moment, le problème, c'est que si McGregor perd, il aura encore du star power, c'est sûr. De toute façon, il aura encore, même s'il perd et qu'il se fait battre très très salement, ça restera McGregor. Mais s'il perd et très salement, ils pourront plus faire de billetterie et d'établir peut-être un nouveau record. Parce qu'en plus, si c'est un combat de McGregor que tu fais en revenant de la pandémie, genre un des premiers shows aux États-Unis ou quoi que ce soit, où tu peux te permettre d'avoir de la foule à pleine balle comme d'habitude, il y a moyen que tu exploses complètement si tu fais un Nate Diaz ou si tu fais quoi que ce soit, que tu exploses complètement la billetterie. Et ils n'ont pas envie, c'est sûr, de se priver d'un potentiel record éclaté en billetterie. Et ça se comprend. Et c'est vrai que, et ne serait-ce que même, il y a le record et ça compte aux yeux de l'UFC parce qu'ils veulent constamment chasser de nouveaux records pour s'établir en tant que sport. Mais il y a aussi le côté simplement pécuniairement, ça fait du bien, quoi. Une billetterie potentiellement à 18-19 millions de dollars, ça fait plaisir, quoi. Exactement, et surtout que McGregor l'avait précisé. Pour ceux qui disent oui, l'UFC n'a aucune. Regardez ce qu'ils ont fait avec Masvidal, ils peuvent se permettre d'avoir des stars qui viennent à huis clos, ou même là, Cormier Miocic 2, mais comme l'a dit Rose, voilà. Avec McGregor, vous êtes sûr que la billetterie est minimum de 10 millions. Et on a pu le voir que l'UFC, ils sont dans une situation avec la maison mère qui est WME IMG, qui a racheté l'UFC pour plus de 4 milliards, ils sont dans une logique où ils veulent récupérer un maximum d'argent parce que ces 4 milliards, il faut qu'ils soient rentabilisés. Donc clairement, ils ne peuvent pas se priver de 10 millions. Là, c'est même pas un pari. Vous pouvez être sûr que McGregor, par exemple, il a fait 11 millions contre Cerrone. Donc, si vous voulez, c'est un peu le pire combat sportif que McGregor puisse avoir. Donc, ils se garantissent 11 millions avec McGregor. Et ces 11 millions, ils doivent absolument les avoir. Surtout qu'en plus, McGregor, lui, avait été déjà frustré pour ça le 18 janvier, juste après sa victoire sur Cerrone, où il avait dit, lui, voulait la revanche face à Khabib à Moscou. Et Dana White avait dit, clairement, ce sera pas possible pour l'argent et tout. Et McGregor avait dit, mais à quel point est-ce que vous allez gagner suffisamment d'argent pour ne pas faire ce combat-là? Parce que McGregor le sait très bien, l'UFC aussi, ils peuvent le faire à Moscou, ils peuvent faire ça aux Bahamas, ils peuvent même, si vous voulez, faire ça à Angers, au fameux stade qui n'est plus le stade Jean-Bouin, qui est le stade... Raymond Coppa. Raymond Coppa, exactement. Oui. Au stade Raymond Coppa. Ok. Ok, ils vont faire beaucoup moins d'argent, mais ça va quand même battre tous les records. Sauf que l'UFC aujourd'hui sont dans une situation où même s'ils explosent, donc le record est de 2,4 millions pour Khabib McGregor 1, même s'ils font 4 millions en pay-per-view et que clairement ils explosent tout, ils vont pas cracher sur 10 millions supplémentaires. Donc ça, c'est frustrant. Pour Khabib, qui lui aussi avait dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça pour des associations caritatives, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ce combat-là en Afrique, ou McGregor qui a dit moi je veux bien le faire à Moscou, c'est frustrant pour les deux athlètes, mais l'UFC est dans une logique extrêmement financière avec ces deux mecs-là. Et c'est pour ça, par exemple, que le combat Khabib-Justin Gaethje se fera aux Émirats Arabes Unis, parce qu'aux Émirats Arabes Unis, c'est pas comme quand l'UFC fait le combat, par exemple, à l'UFC Apex, qui est à Las Vegas, où c'est l'UFC qui est obligé de mettre en place des choses financièrement. Non, là, à l'UFC Fight Island, c'est les Émirats Arabes Unis qui rincent. Et les Émirats Arabes Unis, ils rincent comme si vous voulez, vous aviez une excellente billetterie. Donc clairement, l'UFC va privilégier cette option-là. C'est malheureux, mais c'est vrai que c'est aussi une logique financière de la part de l'organisation. C'est vrai, mais pour le coup, vraiment, ça fait chier parce que ça veut dire qu'on ne sait pas quand, mais tant qu'il y aura le coronavirus et tant qu'il y aura ces conditions-là, ça veut dire qu'on n'aura pas de McGregor, quoi. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quelqu'un qui apporte de l'excitation, c'est quelqu'un qui apporte du bruit et du remous et quelque chose dans le monde du MMA.
Et honnêtement, c'est rageant. C'est rageant parce qu'il est en pleine santé. C'est rageant parce qu'il pourrait probablement combattre vraiment le plus vite possible parce qu'il n'a pas l'air d'être blessé. Il a l'air de. Et c'est rageant aussi parce que pour une fois, il n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes extra sportifs. Et depuis 2020, il n'a pas fait trop de bêtises. Donc tout est réuni pour qu'il puisse combattre et tout est prêt de tous les côtés. Mais on le verra pas. Et c'est con parce que c'était littéralement la meilleure période. Il voulait revenir combattre 3 fois, mais non. Et c'est vraiment frustrant, c'est vraiment rageant. Complètement. Et dernier point, et pas des moindres aussi, et c'est là, je pense, qui fait que déjà Dana White a dit que McGregor ne reviendrait pas en 2020, il reviendra en 2021. C'est horrible d'entendre ça. Ah oui, c'est terrible, mais surtout, c'est peut-être là le vrai gros souci aussi, c'est que McGregor aujourd'hui n'a plus besoin de combattre. Donc c'est pas un gars qui va aller faire des sacrifices pour, si vous voulez, que l'UFC mette en place ce combat. C'est un peu comme Georges Saint-Pierre, où Georges Saint-Pierre voulait affronter Khabib Nurmagomedov, mais pas à n'importe quel prix. Et dans une situation où il dit à l'UFC, bah écoutez, moi j'ai envie que ça se passe comme ça. Et donc soit vous me proposez ça, donc à savoir, par exemple, je veux que le logo Proper 12 soit dans l'octogone quand je combatte et qu'à chaque fois que je fasse un combat à l'UFC, mon entreprise soit partenaire de l'événement, je veux tant de pay-per-view, je veux ceci, je veux cela. Et finalement, c'est soit l'UFC accepte, ou soit Conor McGregor ne combat pas. Alors que l'UFC, vous avez pu le voir à chaque fois dans nos podcasts, ou même si vous lisez d'autres choses, vous entendez d'autres choses, ils sont extrêmement durs en affaires. Et donc là, on est dans une situation où un peu, c'est soit il y a les gens qui vont venir, ou soit McGregor ne va pas pouvoir combattre. Et là, c'est pas du tout. C'est extrêmement difficile, en tout cas pour moi, de jeter la pierre à McGregor, parce qu'on sait déjà qu'il est sous-payé, même en gagnant des millions à l'UFC. Donc c'est vrai qu'il fasse encore un sacrifice supplémentaire, alors que l'UFC va battre des records en pay-per-view, je pense que, en adoptant son point de vue, moi je le ferais pas du tout, parce que tu te dis, les mecs ils vont tout exploser, ça fait déjà des années, parce qu'à l'époque de l'UFC 189, le combat contre José Aldo, l'UFC les deux combats contre Nate Diaz et même l'UFC 205, il était beaucoup moins payé. Je pense que oui, aussi dans une logique où, ok, j'étais sous-payé pendant 5 piges, là maintenant c'est le moment de récupérer un petit peu tout ce que je vous ai laissé. Est-ce que tu penses que c'est aussi parce que l'UFC, entre guillemets, tu vois, ils ont effectivement fait toutes ces concessions avec le logo Proper 12, l'espèce de... Est-ce que tu penses que c'est l'UFC qui montre, en gros, premièrement, qu'ils veulent pas qu'il y ait de précédent et que clairement, ils veulent montrer qu'ils gardent la main quoi qu'il arrive? Et est-ce que tu penses que c'est, entre guillemets, une manière pour l'UFC de rappeler ok, il y a eu tous ces Proper 12 sur la cage, il y a eu tous ces machins, mais rappelez-vous, c'est nous qui dirigeons les débats. Je pense que l'UFC, on en avait d'ailleurs déjà parlé, je crois qu'ils sont dans une situation un petit peu compliquée. Oui, quand on avait parlé justement de l'UFC avec la gestion de leurs stars. Parce que mine de rien, avec Masvidal, c'était certes un short notice, mais ils lui ont accordé ce qu'il voulait. Là, aujourd'hui, John Jones, il est quand même dans une situation où il a dit « Ok, je combattrai plus ». Et là, Dana White, il est quand même passé de « Ok, qu'il fasse ses machins, soit tu combats pas, j'en ai rien à faire ». John Jones est l'un de nos partenaires. Et là, quand même, sur ces 2 dernières interviews, il a dit on ne va pas retirer la ceinture à John Jones. Alors que John Jones a quand même dit très clairement je vais attendre 2021 pour revenir, faites vos trucs et puis rappelez-moi quand je serai bien payé. Donc je pense que l'UFC commence à se dire on a un besoin de nos superstars, parce que mine de rien, si on n'a pas de superstars, on vend pas de pay-per-view. Et grand 2, le partenaire exclusif de l'UFC aux États-Unis, parce que c'est uniquement ça. Amérique du Nord, et c'est uniquement ça qui intéresse l'UFC, c'est ESPN. ESPN, il les paye énormément l'UFC, je crois que c'est entre 350 et 400 millions par an. Donc quand vous avez un deal comme ça avec un partenaire qui est aussi ronflant, le partenaire a aussi intérêt à être content. Et c'est pour ça aussi que McGregor, il y en avait beaucoup, je crois que il y avait Ariel Helwani, il y avait aussi d'autres journalistes qui avaient expliqué les raisons des concessions de l'UFC, c'était justement parce que ESPN disait gentiment, écoutez, on vous paye quand même l'équivalent de 500 000 pay-per-view chaque fois que vous en faites un, mais on n'a pas trop de retour sur investissement. On serait peut-être bien qu'on commence nous aussi à gagner de l'argent. Enfin, c'est en substance, bien évidemment, ce qui avait été dit. Donc là, l'UFC sont dans une situation où ils peuvent quand même dire à McGregor et à John Jones, ok, restez sur le côté, mais je pense que tu vois, si la situation s'améliore pas très rapidement, t'as ESPN qui va dire, écoutez, le deal qu'on a signé sur 7 ans, ça va être compliqué pour nous de le renouveler, tu vois. De le renouveler, et après je sais pas comment, et personne ne sait, en tout cas j'imagine des médias, quels sont les termes de ce contrat avec ESPN, mais j'imagine aussi qu'il y a certaines clauses où
s'il n'y a pas un certain retour sur investissement, ils peuvent revenir sur certaines clauses de ce contrat-là. Parce que j'imagine que s'il n'y a aucun des objectifs qui a été fixé, des seuils qui est rempli, j'imagine difficilement comment est-ce que le contrat peut continuer tel quel pendant les, 5 années qui arrivent et qui restent sur le contrat. C'est vrai que c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est assez intéressant parce que il y a quelques mois de ça, on avait un discours qui était un peu différent parce qu'on se disait, vu que maintenant l'UFC a le deal ESPN, il n'y a plus absolument aucun levier de la part des combattants pour essayer de négocier quoi que ce soit avec l'UFC. Et maintenant, il semble, ce qui était une hypothèse, mais à laquelle on ne croyait pas vraiment, il semble malgré tout que comme ESPN cherche malgré tout à avoir un petit retour, au moins, comment dire, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, mais l'UFC doit répondre à quelqu'un qui est au-dessus et avec une certaine obligation de résultat. Ouais. Au moins, c'est déjà pas mal et c'est assez rassurant parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas non plus faire absolument tout ce qu'ils veulent et avoir les précédents qu'ils veulent avec des stars comme McGregor. Donc c'est compliqué, quoi. Et d'ailleurs, quand on dit ça, là encore, c'est pas du tout pour défendre tel ou tel camp. C'est par exemple, souvenez-vous, l'UFC 249 était initialement prévu toujours pour le 18 avril et c'était justement dans une réserve. Dana White était vraiment en mission pour faire cet événement, mais c'est ESPN et les dirigeants de Disney, la maison mère, qui avaient appelé Dana White pour lui dire non, nous on ne peut pas se permettre qu'il y ait cet événement-là, donc tu arrêtes tout. Et Dana White, qui est le promoteur peut-être le plus puissant du monde des sports de combat avec Eddie Hearn, a été obligé de déplacer son événement du 18 avril au 9 mai. En disant même, mais il l'a dit mot à mot, j'ai été rappelé par entre guillemets Disney, donc je le ferai pas. Mais vraiment, et pour que Dana White dise ça, c'est qu'effectivement au-dessus c'est le soleil, quoi. Exactement, tout en précisant que ESPN était des partenaires formidables, ceci, cela. Donc ça vous donne vraiment une idée de la puissance d'ESPN et que clairement si là ils se mettent, parce que voilà le deal donc. Je crois qu'il a été prolongé, mais initialement, c'était 1,5 milliard sur 5 ans. Donc, si ESPN dit, les gars, on n'est pas très contents, je pense que l'UFC va être obligé de très, très rapidement changer son fusil d'épaule. Surtout que, mon cher Russ, ne l'oublions pas, ils sont dans une situation où c'est pas du tout l'UFC qui fait des sacrifices. Si vous voulez, c'est juste que l'UFC va se dire, on va gagner un petit peu moins. À aucun moment, ils vont perdre de l'argent. Imaginez, s'ils font une carte avec Jones, avec JSP, avec McGregor et avec Khabib, ils sont tous sur la même carte. Ok, ils étalonnent pas le truc, mais ils vont tout exploser. Donc c'est à chaque fois une façon de l'UFC de se dire on maximise toujours nos gains. Mais à aucun moment ils font des sacrifices envers leurs athlètes. D'ailleurs, la fourchette, on le rappelle à chaque fois, c'est entre 16 et 18% de l'argent grand maximum des gains de l'UFC qui vont aux athlètes, contre 50-50 dans toutes les ligues américaines. Donc il y a encore beaucoup de marge. C'est vrai. Après, pour ce chiffre-là, tu vas me dire, parce que c'est toi le spécialiste de tout ça, mais j'avais entendu quelqu'un qui disait en défense de l'UFC, oui, mais d'un autre côté, c'est aussi à l'UFC qui gère tous les coûts de production. C'est juste que maintenant, c'est différent avec ESPN, du coup ? Non, c'est l'UFC qui gère les coûts de production, mais c'est peanuts. C'est peanuts. Les coûts de production, grand maximum, ça va être 1,5 million, 2 millions, tu vois. C'est vrai, donc, tu vois, tu fais une billetterie. Ne serait-ce que la billetterie, elle te rembourse les coûts de production. Et quand je dis ça, en plus, c'est quand ils se délocalisent à tel ou tel endroit. Donc, non, c'est vrai, ça se tient pas. non, mais après, c'est vrai. Après, c'est vrai que l'UFC, ils ont quand même les coûts de production, toutes ces choses-là, quand ils font les superb countdowns et ce genre de choses. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même peanuts par rapport à tous les deals qu'ils ont. Et rappelons-le, là, dans tous les chiffres qu'on donne, par exemple, le 1,5 milliard sur 5 ans, c'est uniquement le deal ESPN aux États-Unis. Et là, donc, on a complètement occulté, par exemple, le deal avec BT Sports, qui compte au Royaume-Uni. Et je peux vous dire que quand il y a Conor McGregor qui revient, c'est jackpot pour l'UFC. Quand il y a Khabib qui combat en Russie, là, le deal, on n'en parle pas. Mais quand Khabib a été vu par plus de 20 millions de personnes en Russie lors de son dernier combat, la chaîne locale a dû payer un sacré paquet d'argent. Donc, il y a tous ces deals-là qui sont dans différents pays qui sont aussi extrêmement intéressants pour l'UFC. Adesanya contre Whittaker, c'était pas très intéressant pour les États-Unis, mais je suis quasiment sûr qu'en Océanie, c'était absolument monstrueux et que dans tous les bars, je pense que la chaîne qui a réussi à avoir les droits, elle a dû raquer salement. Donc, il y a aussi toute cette partie-là où, mine de rien, l'UFC, ils en parlent pas trop, on n'a pas trop de chiffres dessus, mais c'est à chaque fois monstrueux. Et je crois que pour McGregor, c'était le pay-per-view, justement, c'était pour son combat contre Cerrone, c'était quelque chose comme 75 millions ou quelque chose. Oui, c'était 75 millions aux États-Unis.
Et à l'étranger notamment au Royaume-Uni, il avait fait quelque chose comme 25 ou 30 millions, ce qui est monstrueux. Et ça, pareil, ça rentre pas du tout dans les chiffres de l'UFC. Donc bon, quand on accumule tout, vous faites 75 millions aux États-Unis, 11 millions de billetterie, entre 25 et 30 millions avec les pay-per-view à l'étranger, plus tout ce qui va être les produits dérivés, Conor McGregor, toutes ces choses-là, bon. Ouais. Sur lesquels apparemment les athlètes ne touchent pas beaucoup. C'est Sean O'Malley qui disait qu'il vendait des millions de t-shirts ou je sais pas trop quoi et qui touchait pas grand-chose. Ouais. Donc bon, quand on sait tout ça, on comprend un petit peu. Je pense que nous avons fait le tour, mon cher Rust. Oui, c'était, oui. Ouais, c'était dense, hein. C'était un podcast. Non, mais c'était laborieux de ma part surtout. J'étais absolument pas dedans, mais en tout cas intéressant. Heureusement que tu étais là. Et voilà, mais en tout cas, tout ça pour dire que Conor McGregor est dans une situation assez compliquée. Et ce serait intéressant de voir un peu ce que l'UFC va faire ces prochains mois par rapport à lui. Mais on n'a même pas parlé du combat dont il commençait à parler contre Pacquiao et que j'espère qu'il va pas arriver parce qu'honnêtement, ça n'intéresse personne. Et même Dana White pour le coup. Même ça n'intéresse même pas Dana White, c'est ça que tu veux dire, parce que oui, effectivement, il a mis un coup de 22 dans l'idée directement et c'est normal, c'est-à-dire que tu sais, on a un peu l'impression de retrouver le McGregor désespéré qui essaie un peu de chercher n'importe quoi auquel se raccrocher pour avoir un combat ou simplement entrer dans un ring ou un octogone. Et c'est un peu dommage d'en arriver là, quoi. Parce qu'effectivement, il n'a pas besoin de combattre McGregor, mais visiblement, il a quand même très, très, très envie, quoi. C'est clair. Et sachant qu'en plus, dans le meilleur... Enfin, vraiment, moi, je pense, c'était l'année 2020 démarrait superbement bien pour lui parce qu'il combattait 18 janvier, premier pay-per-view de l'année. Donc, quand vous dites « je veux combattre 3 fois », bah, c'est parfait. Ensuite, il y a eu ce combat contre Gaethje qui a certes tardé à être annoncé, mais c'était dans les clous parce qu'il y avait John Kavanagh, enfin tout le monde en parlait grosso modo. Même Dana White, il disait pas vraiment non. Et puis à partir du moment où il y a eu le Covid, bah, ça a tout foutu en l'air. Mais c'est dommage parce que, et on en parlait avec notre cher Rust en off, ça commence à être de plus en plus compliqué de se dire qu'on va un jour revoir Conor McGregor dans son prime à l'UFC. Bah oui, parce qu'il commence à vieillir. Enfin, on sait qu'il a un style en plus qui honnêtement, ça repose beaucoup sur les réflexes, sur l'explosivité, c'est pas forcément des styles qui vieillissent extrêmement bien. Enfin, disons probablement des styles qui vieillissent beaucoup moins bien que des gars comme Adesanya ou des trucs comme ça qui sont extrêmement techniques et qui reposent pas nécessairement sur des facultés athlétiques hors normes. Donc, il a quoi? Il a 32, un truc comme ça? Il a 32, il est en 88, oui, tout à fait. Il a 32, donc il y a disons, peut-être encore 3-4 ans en poussant, auquel il peut vraiment, vraiment, s'il se fait un camp d'entraînement, être absolument au top de sa forme. Voilà, il commence à ne plus non plus se faire tout jeune, quoi. Et c'est dommage. Non, complètement. Et puis surtout que là, son plan justement de revanche face à Khabib, là, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est qu'on est en train de se dire contre qui peut-il potentiellement revenir ? Parce que Tony Ferguson s'est écarté, Justin Gaethje aussi, et Khabib, de toute façon, s'il bat Justin Gaethje, il n'y a plus aucune raison qui le motive à avoir la revanche contre McGregor, parce qu'il y aura le combat contre Georges Saint-Pierre. Ouais, et puis Dustin Poirier, je crois pas que ce soit une option qui excite grand monde. Non. Donc en fait, c'est ça la question aussi, c'est... Maintenant, contre qui ? Bah ouais. Et honnêtement, à moins que c'est pas possible de lui refiler un mec comme Donald Cerrone, on est d'accord. Bah c'est ça. Mais ce serait le truc le plus triste du monde si McGregor prenait un mec qui est à peu près dans le top 10 et genre Ali Iaquinta, etc. On a tout le respect du monde pour Ali Iaquinta, mais disons que un McGregor Iaquinta, c'est juste étrange. Enfin, on se demande où ça va, quoi. Donc, contre qui, c'est compliqué, à moins qu'il tente un Masvidal. Mais Masvidal, il a l'air maintenant d'être complètement dans une autre sphère où il a envie de retrouver le combat contre Ousmane, etc. Donc, il y aurait éventuellement cette trilogie contre Nate Diaz. Mais là aussi, là, clairement, je pense que s'il revient pour la trilogie contre Diaz, bien évidemment, on regardera. Mais il n'y aura pas du tout ce côté challenge sportif, entre guillemets. C'est ça, où sera l'enjeu, en fait. Évidemment qu'on regardera tout simplement parce que c'est un chips, quoi. C'est une gourmandise, le combat contre Nate Diaz, parce que tout ce qui se passe avant, parce que le combat en lui-même, les styles sont matchent parfaitement bien. Mais l'enjeu sportif, il est quasi nul. Parce que Nate Diaz, ça fait très longtemps qu'il n'a pas combattu. Il n'est pas dans le game suffisamment pour que ça veuille dire quelque chose aujourd'hui de battre Nate Diaz. Donc, même ce combat-là n'a plus vraiment d'intérêt, en fait. Donc, c'est vrai qu'en fait, finalement... on est marron, là. Hein. Non, ça devient vraiment compliqué. Ouais, non, c'est chaud. C'est chaud. Non, ce qu'il faudrait, pour moi, idéalement, c'est
Ils font Dustin Poirier et Tony Ferguson dans les prochains mois, quand même assez rapidement. Dustin Poirier gagne. Et ils font la revanche McGregor-Dustin Poirier en mode soit pour le titre qui est laissé vacant par Khabib parce qu'il a battu JSP ou JSP a battu Khabib et le titre est laissé vacant, ou alors ils font ça pour la place de contender numéro 1 officiel. Et donc là tu te dis, pour McGregor c'est intéressant parce que tu as ce côté, là tu valides un petit peu ton ticket pour la ceinture, et de deux pour Dustin Poirier tu as ce côté, tu t'es fait humilier le premier combat, là tu as la vraie revanche qui est là. Enfin, pour moi c'est le seul truc, parce que Tony Ferguson pour moi c'est vraiment passé. Ouais. Mais justement, est-ce que, honnêtement, là, tu vois, on est en train de parler de ça, ouais. Et pour la première fois, j'ai un peu cette impression un peu triste de nostalgie de... En fait, ça y est, il a déjà un train de retard, en fait, McGregor. Dans le sens, là... Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens, là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il fasse, c'est trop tard pour Khabib. Et c'est fou, parce que c'est quand même une énorme page de l'histoire lightweight, cette espèce de bif entre Khabib et McGregor. Quoi qu'il arrive, il n'aura plus jamais ce combat. Donc, c'est un peu comme si, tu sais, il y avait... je sais pas, il y avait une civilisation qui avait fleuri comme ça et qui avait fait des trucs énormes, genre les colosses des Rhodes, des trucs, des machins, des structures incroyables. Et toi, t'arrives, et en fait, t'arrives genre, je sais pas, peut-être 50 ans plus tard, et tu sais que ça a été extraordinaire et que t'aurais pu voir ça de tes yeux, mais ça n'est jamais arrivé, et t'arrives juste un petit peu trop tard. Et on n'aura ni du Khabib, du GSP contre... Merde, on n'aura ni du Conor contre Khabib. Même les Ferguson, c'est un peu trop tard, parce qu'il a déjà perdu, donc on pourra pas avoir de Conor Ferguson qui est un enjeu sportif qui soit comme il aurait pu l'être. À un moment donné, on a parlé de Conor contre Ousmane ou Conor contre GSP. Bon, ça, évidemment, c'est totalement hors de question maintenant. C'est un peu comme si Conor, c'était l'explorateur, mais qui arrive juste trop tard, en fait. Tout est déjà passé, quoi. Terrible. C'est chaud. Non, ça va être compliqué. En tout cas, Dana White, il y a plein de combats à faire. Et Conor McGregor arrivera une fois que tous ces combats auront été faits. Donc c'est vrai, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un contender, tu vois, qui pop et que McGregor fasse ce retour contre lui. Mais c'est vrai que là, instant T, d'ailleurs, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à nous aider. Mais y a clairement personne qui est clair pour lui. Là. Bah ouais. C'est assez triste, en fait, maintenant qu'on le réalise. Enfin, bref. Sur ce, big shout out to Venom, la collection Bandit. Donc, qui est disponible sur le lien dans la description. En plus, c'est solde en ce moment chez Venom, je crois, jusqu'à moins 50%. Et My Sweet Protein Rust, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour l'offre avec le code de la sueur. Le code de la sueur, c'est simple. Il vous offre jusqu'à samedi soir. Vous avez 45% supplémentaires par rapport au solde. Voilà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et plié. À très très vite, mon cher Roche, je vous souhaite une bonne suite de vacances. Allez, à très vite, monsieur. Soit.